En septembre 2020, Aurélien Delamarre, un ingénieur civil de 34 ans vivant à Angers, découvre quelque chose qui va bouleverser sa vie et émouvoir toute la France. Sa fille Zoé, disparue depuis exactement 2 ans, vit à seulement 200 mètres de chez eux, dans la maison de leur voisin Norbert Vaillant. Comment une enfant de 7 ans peut-elle disparaître sans laisser de traces, mobiliser la police nationale, les médias et des milliers de bénévoles pour finalement être retrouvée dans le quartier même où elle a grandi? Comment est-il possible qu'une fillette vive pendant 2 années entières si près de sa famille sans que personne ne s'en aperçoive? Ce que la police va découvrir dans cette affaire va révéler des méthodes de manipulation psychologique si sophistiquées qu'elles remettront en question tout le système de protection de l'enfance français. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Angers, dans le département du Maine-et-Loire, est une ville de 150 000 habitants située dans la vallée de la Loire. En 2018, cette cité historique, connue pour ses châteaux et ses jardins, abrite des quartiers résidentiels paisibles où les familles élèvent leurs enfants dans un sentiment de sécurité relative. Le quartier Belle-Beille, situé au nord-ouest de la ville, est l'un de ces endroits où tout le monde se connaît, où les enfants jouent librement dans les rues et où les voisins se saluent chaque matin. C'est dans ce cadre apparemment idyllique que vit la famille Delamarre. Aurélien Delamarre, âgé de 32 ans en 2018, travaille comme ingénieur civil pour une entreprise de travaux publics locale. Homme méticuleux et dévoué, il a construit sa vie autour de valeurs simples, le travail, la famille et la communauté. Sa femme Claire enseigne dans une école primaire du centre-ville. Ensemble, ils forment un couple uni qui a donné naissance à Zoé en 2011. Zoé Delamarre est une fillette de 7 ans aux cheveux châtains bouclés et aux yeux verts pétillants. Curieuse et sociable, elle fréquente l'école élémentaire Jean Zé, située à 10 minutes à pied de leur domicile. Ses instituteurs la décrivent comme une élève appliquée, peut-être un peu timide avec les adultes qu'elle ne connaît pas, mais très à l'aise avec ses camarades de classe. Elle aime dessiner, collectionner les autocollants et nourrir les chats du quartier. Zoé a cette habitude touchante de dire bonjour à tous les voisins qu'elle croise, ce qui en fait la petite mascotte du quartier. La rue Voltaire, où vit la famille Delamarre, est une voie résidentielle bordée de pavillons construits dans les années 90. Les maisons, avec leurs jardins soignés et leurs clôtures basses, reflètent le mode de vie tranquille de la classe moyenne française. Les Delamarre habitent au numéro 15, une maison de plain-pied avec un petit jardin où Zoé aime jouer avec sa balançoire rouge. Leur voisin le plus proche, Norbert Vaillant, vit seul au numéro 17 depuis le décès de sa femme en 2015. Âgé de 68 ans, cet ancien employé de la fonction publique municipale a pris sa retraite en 2013. Les voisins le décrivent comme un homme discret, toujours poli mais peu bavard. Il entretient méticuleusement son jardin et salue cordialement ses voisins sans jamais engager de longues conversations. Physiquement, c'est un homme de taille moyenne, aux cheveux gris toujours bien peignés, qui porte invariablement des cardigans en laine et des pantalons de velours côtelé. Depuis la mort de son épouse, Norbert semble avoir développé une routine très stricte. Chaque matin, il sort acheter son pain à 7 heures précises à la boulangerie du coin. L'après-midi, on peut l'apercevoir lisant son journal dans son jardin ou bricolant dans son garage. Les voisins ont remarqué qu'il regarde souvent les enfants jouer dans la rue, mais personne n'y prête particulièrement attention. Après tout, c'est naturel pour un homme âgé et seul de s'intéresser à l'animation du quartier. La relation entre les Delamarre et Norbert Vaillant est cordiale mais superficielle. Ils échangent des politesses par-dessus la clôture qui sépare leur jardin, se rendent parfois de petits services comme arroser les plantes pendant les vacances, mais n'ont jamais développé une véritable amitié. Claire trouve Norbert un peu trop observateur à son goût, mais Aurélien estime qu'il s'agit simplement d'un homme âgé qui s'ennuie et qui trouve du réconfort à observer la vie du quartier.
Zoé, avec sa nature sociable, salue toujours poliment Monsieur Vaillant quand elle le croise. Il lui arrive même de s'arrêter quelques minutes pour caresser les chats qui traînent souvent près de sa maison. Norbert semble apprécier ces petites interactions et offre parfois à Zoé des bonbons ou des images qu'il dit collectionner. Ces échanges, bien qu'innocents en apparence, ne passent pas inaperçus aux yeux attentifs du voisin. Le quartier Belle-Beille fonctionne comme une petite communauté soudée. Madame Leclerc, qui tient l'épicerie du coin, connaît tous les habitants par leur prénom. Monsieur Favre, le facteur, s'arrête souvent pour bavarder avec les retraités qu'il croise sur son chemin. Cette atmosphère de village au cœur de la ville crée un sentiment de sécurité qui peut parfois se révéler trompeur. En septembre 2018, la routine paisible de la rue Voltaire va être brutalement interrompue par un événement qui marquera à jamais la mémoire collective du quartier et plus tard de toute la France. Le mercredi 26 septembre 2018 restera gravé dans la mémoire d'Aurélien Delamarre comme le jour où sa vie a basculé dans un cauchemar. Cette journée d'automne avait pourtant commencé comme toutes les autres. Le réveil avait sonné à 6h30. Claire était partie enseigner à l'école du centre-ville après avoir préparé le petit déjeuner, et Aurélien s'apprêtait à emmener Zoé à l'école avant de se rendre sur son chantier. Zoé, ce matin-là, portait son pull rouge préféré avec des motifs de petits renards, un jean bleu et ses baskets blanches aux lacets roses. Elle avait glissé dans son cartable rose son livre de lecture sur les animaux de la forêt et son cahier de mathématiques, car elle avait une évaluation prévue l'après-midi. Comme chaque mercredi, elle devait également apporter sa trousse de feutre pour le cours d'art plastique. Le trajet jusqu'à l'école Jean Zay se déroule normalement. Père et fille marchent main dans la main, Zoé bavardant gaiement de son rêve de la nuit précédente, où elle volait au-dessus des toits du quartier. Aurélien se souvient parfaitement de ces derniers moments d'insouciance, de la façon dont Zoé a sautillé en voyant un chat roux près du portail de l'école, de son sourire quand elle lui a fait un signe de la main avant de disparaître dans la cour de récréation. La journée de travail d'Aurélien se déroule sans encombre sur le chantier de rénovation d'un pont au sud d'Angers. En tant qu'ingénieur responsable du projet, il supervise les équipes et vérifie la conformité des travaux avec les plans. Vers 15h, il reçoit un appel de sa femme qui lui rappelle qu'elle a une réunion pédagogique et qu'il doit récupérer Zoé à 16h30 à la sortie de l'école. Aurélien arrive devant l'école Jean Zay à 16h25, 10 minutes en avance comme à son habitude. Il se positionne près du portail principal, là où Zoé a l'habitude de l'attendre. Les autres parents commencent à arriver, certains à pied, d'autres en voiture. L'atmosphère est détendue. Les conversations portent sur les activités du week-end à venir et les premières vacances d'automne qui approchent. À 16h30 précise, la sonnerie retentit et les portes de l'école s'ouvrent. Les enfants sortent dans un joyeux brouhaha, retrouvant leurs parents avec des éclats de rire et des bavardages sur leur journée. Aurélien scrute attentivement le flot d'enfants, cherchant le pull rouge de Zoé parmi la foule colorée. Les minutes passent, le nombre d'enfants diminue progressivement, mais toujours aucune trace de sa fille. À 16h40, inquiet, mais pas encore alarmé, Aurélien se dirige vers l'accueil de l'école. Madame Girard, la secrétaire, l'accueille avec son sourire habituel. Quand Aurélien lui demande si Zoé est peut-être restée en études, le visage de la secrétaire se fait plus grave. Elle consulte immédiatement les registres et contacte Madame Lemoine, l'institutrice de Zoé. Madame Lemoine arrive quelques minutes plus tard, visiblement troublée. Elle explique à Aurélien qu'elle a bien vu Zoé ce matin en classe, que la fillette a participé normalement aux activités de la journée, mais qu'elle n'était plus présente lors de l'appel de 16h. L'institutrice pensait que Zoé était peut-être partie aux toilettes et qu'elle reviendrait, mais maintenant l'inquiétude gagne tout le monde. Une fouille immédiate de l'établissement est organisée. Le directeur, M. Charpentier, mobilise tout le personnel disponible. Ils inspectent chaque classe, chaque couloir, la bibliothèque, la cantine, les toilettes, même les placards, et les recoins les plus improbables.
L'école Jean Zay est un bâtiment moderne d'un seul étage. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où une enfant pourrait se cacher. Et pourtant, Zoé demeure introuvable. Parallèlement, Madame Girard contacte Claire sur son téléphone portable. L'institutrice explique la situation aussi calmement que possible, mais Claire comprend immédiatement la gravité de la situation. Elle quitte précipitamment sa réunion pédagogique et se rend directement à l'école, le cœur battant et l'esprit envahi par 1000 hypothèses terrifiantes. À 17h15, après une heure de recherche infructueuse dans l'établissement, Monsieur Charpentier prend la décision d'appeler la police. Le commissariat d'Angers est immédiatement alerté et 2 agents de la police municipale arrivent sur place dans les 20 minutes qui suivent. L'agent de la Croix, un policier expérimenté d'une 40aine d'années, prend immédiatement les choses en main. Il interroge méthodiquement Madame Lemoine sur les derniers moments où elle a vu Zoé. L'institutrice se souvient que vers 15h45, elle avait donné aux enfants leurs devoirs pour le lendemain. Zoé était bien à sa place, concentrée comme toujours. Mais quand la sonnerie a retenti et que les enfants ont commencé à ranger leurs affaires, elle n'a plus fait attention à chaque enfant individuellement. Les camarades de classe de Zoé sont interrogés un par un. Manon, sa meilleure amie, raconte qu'elles ont joué ensemble dans la cour pendant la récréation de l'après-midi. Lucas, qui s'assoit à côté d'elle, confirme qu'elle était présente pendant le cours de mathématiques. Mais personne ne se souvient l'avoir vue après la sonnerie de 16h30. L'agent de la Croix examine attentivement les lieux. L'école possède 3 sorties. Le portail principal où attendent les parents, une sortie de service à l'arrière du bâtiment qui donne sur une petite rue peu fréquentée et une sortie d'urgence sur le côté gauche du bâtiment. Cette dernière est normalement fermée à clé, mais une vérification révèle qu'elle peut s'ouvrir de l'intérieur sans déclencher d'alarme. La fouille s'étend alors aux environs immédiats de l'école. Les agents inspectent les jardins publics adjacents, questionnent les commerçants du quartier, examinent les arrêts de bus, mais là aussi, aucune trace de Zoé. Il est comme si la fillette s'était volatilisée entre la salle de classe et la sortie de l'école. À 18h30, Claire arrive enfin à l'école, le visage défait par l'angoisse. Les retrouvailles avec Aurélien sont déchirantes. Ils s'effondrent dans les bras l'un de l'autre, incapables de comprendre ce qui a pu arriver à leur petite fille. L'agent de la Croix les informe que l'affaire va être transmise immédiatement à la police judiciaire et qu'un dispositif de recherche va être mis en place dès ce soir. Le commissaire Laurent Mercier, responsable de la brigade criminelle d'Angers, arrive sur place vers 19h. Cet homme de 52 ans, aux cheveux poivre et sel et au regard perçant, a traité de nombreuses affaires de disparitions au cours de sa carrière. Il sait qu'en matière de disparition d'enfants, chaque heure compte. Le commissaire Mercier organise immédiatement un dispositif de recherche d'urgence. Des équipes cynophiles sont appelées en renfort pour fouiller les zones boisées autour de l'école. Le plan Alerte Enlèvement, dispositif français créé en 2006 sur le modèle américain de l'Amber Alert, est activé à 21h. Le signalement de Zoé, fillette de 7 ans, cheveux châtains bouclés, yeux verts, portant un pull rouge à motif de renard, jean bleu et basket blanche, est diffusé sur toutes les radios, chaînes de télévision et panneaux d'affichage électronique de la région. Cette nuit-là, aucun habitant du quartier Belle-Beille ne ferme l'œil. Des dizaines de voisins se joignent spontanément aux recherches, armés de lampes torches et de téléphones portables. Ils quadrillent méthodiquement les rues, les parcs, les terrains vagues, appelant le nom de Zoé dans l'espoir d'entendre sa petite voix répondre. Norbert Vaillant fait partie des voisins qui participent aux recherches cette nuit-là. On peut le voir vers 23h, arpenter les rues adjacentes avec une lampe de poche, questionnant les passants et affichant la même inquiétude que tous les habitants du quartier. Il propose même ses services aux gendarmes pour fouiller les jardins privés, connaissant bien le quartier après y avoir vécu pendant tant d'années.
Mais malgré la mobilisation exceptionnelle de plus de 150 personnes cette première nuit, aucune trace de Zoé Delamare n'est retrouvée. La fillette semble avoir disparu de la surface de la terre, laissant derrière elle une famille dévastée et une communauté entière plongée dans l'incompréhension la plus totale. Les semaines qui suivent la disparition de Zoé transforment radicalement la vie de la famille Delamare et de tout le quartier Belle-Beille. L'enquête policière, menée par l'inspectrice Sophie Garnier, nouvellement affectée à l'affaire, se heurte rapidement à un mur de silence troublant. Malgré les appels à témoins répétés, les fouilles systématiques et l'exploitation de toutes les caméras de surveillance de la ville, aucun élément concret n'émerge pour expliquer la disparition de la fillette. L'inspectrice Garnier, une femme de 42 ans reconnue pour son professionnalisme et son empathie dans les affaires impliquant des enfants, coordonne une enquête méthodique. Les téléphones portables d'Aurélien et Claire sont analysés, leurs comptes bancaires épluchés, leurs relations sociales et professionnelles passées au crible. Cette procédure standard, bien que nécessaire, ajoute une dimension particulièrement douloureuse à l'épreuve que traverse le couple. Se sentir soupçonné alors qu'ils vivent déjà l'enfer de la disparition de leur enfant crée une tension supplémentaire dans leur quotidien déjà bouleversé. Claire, habituellement si énergique et organisée, sombre progressivement dans un état dépressif inquiétant. L'institutrice, qui aimait tant enseigner, ne peut plus supporter la vue de ses élèves sans penser à Zoé. Elle prend un congé maladie qui se prolonge de semaines en semaines. Ses journées se résument désormais à attendre près du téléphone un appel qui pourrait changer sa vie, à scruter désespérément chaque émission d'information télévisée dans l'espoir d'apercevoir le visage de sa fille, et à arpenter inlassablement les rues d'Angers en distribuant des affichettes avec la photo de Zoé. Aurélien tente de maintenir une façade de normalité en retournant au travail après 2 semaines d'absence, mais ses collègues remarquent rapidement les changements dans son comportement. L'ingénieur méticuleux qu'il connaissait commet maintenant des erreurs d'inattention, oublie des rendez-vous importants et semble constamment ailleurs. Ses nuits sont hantées par des cauchemars récurrents où il entend la voix de Zoé l'appeler au secours, sans jamais réussir à la localiser. Le couple, autrefois si uni, commence à montrer des signes de tension. Les mécanismes de défense diffèrent. Tandis que Claire s'enferme dans sa douleur et refuse de reprendre une vie normale, Aurélien s'efforce de garder espoir et encourage sa femme à consulter un psychologue. Ces différences d'approche créent des disputes qui auraient été impensables avant le drame. La chambre de Zoé devient un sanctuaire que Claire refuse de voir modifié, tandis qu'Aurélien estime qu'il faut continuer à vivre pour être prêt à accueillir leur fille à son retour. Dans le quartier Belle-Beille, l'atmosphère a également changé drastiquement. Les parents accompagnent désormais systématiquement leurs enfants à l'école et ne les laissent plus jouer seuls dans la rue. Les discussions de voisinage tournent invariablement autour de la disparition, alimentant toutes sortes de théories et de soupçons. Certains pointent du doigt des inconnus aperçus dans le quartier les jours précédant la disparition. D'autres évoque de la possibilité d'un enlèvement familial orchestré par un proche. Madame Leclerc, l'épicière du coin, raconte à qui veut l'entendre qu'elle a remarqué une camionnette blanche stationnée plusieurs fois près de l'école dans les semaines précédant la disparition. Cette information, transmise à la police, déclenche une véritable chasse à toutes les camionnettes blanches de la région, mais aucune piste concrète n'en découle. Monsieur Favre, le facteur, mentionne avoir vu un homme en costume sombre observer les enfants à la sortie de l'école, mais sa description reste trop vague pour permettre un portrait robot exploitable. Les médias nationaux s'emparent rapidement de l'affaire Zoé Delamare. France Télévisions diffuse un reportage dans le journal de 20h, TF1 consacre un sujet dans 7 à 8 et Europe 1 organise une émission spéciale sur les disparitions d'enfants. L'histoire de cette fillette de 7 ans volatilisée en plein jour dans une école émeut profondément l'opinion publique française. Des milliers de messages de soutien affluent sur les réseaux sociaux. Des associations de parents d'enfants disparus contactent la famille Delamare pour offrir leur aide et leur expérience.
Cette médiatisation, bien qu'elle contribue à maintenir l'affaire dans l'actualité, apporte également son lot de conséquences négatives. Des déséquilibrés contactent régulièrement la famille pour prétendre connaître l'endroit où se trouve Zoé, obligeant la police à vérifier chaque piste, même la plus farfelue. Des voyants et autres charlatans proposent leurs services, exploitant cyniquement la détresse des parents. La vie privée des Delamarre devient impossible, leurs téléphones sonnent à toute heure, des journalistes font le siège de leur domicile. Au bout de 6 mois d'enquête intensive, l'inspectrice Garnier doit se rendre à l'évidence. Toutes les pistes traditionnelles ont été explorées sans succès. Les analyses de l'identité judiciaire n'ont révélé aucune trace suspecte dans l'école. Aucun témoignage crédible n'a pu être recueilli malgré les nombreux appels lancés par les médias. Et l'exploitation des données téléphoniques et informatiques n'a donné aucun résultat probant. L'hypothèse d'un enlèvement par un inconnu reste privilégiée, mais sans éléments concrets pour l'étayer. L'idée que Zoé ait pu partir volontairement est écartée compte tenu de son jeune âge et de l'absence totale de problèmes familiaux ou scolaires. La possibilité d'un accident est également explorée. Les cours d'eau, puits et zones dangereuses dans un rayon de plusieurs kilomètres autour d'Angers sont fouillés méthodiquement, mais là aussi sans résultat. Les habitants du quartier développent progressivement leurs propres théories. Norbert Vaillant, qui continue de participer activement aux battues organisées chaque week-end, évoque souvent la possibilité qu'un réseau de trafiquants d'enfants soit responsable de la disparition. Il explique à ses voisins, avec une connaissance surprenante du sujet, comment ces organisations opèrent, enlevant des enfants pour les revendre à l'étranger ou les exploiter. Ces discussions, tenues en petit comité devant sa maison ou à l'épicerie, impressionnent les autres habitants qui découvrent chez leurs voisins discrets une véritable expertise en matière criminelle. Madame Caron, qui habite en face des Delamarre, confie à ses amis qu'elle trouve étrange que Norbert en sache autant sur ces sujets sordides. Mais ces remarques sont rapidement balayées par la reconnaissance générale envers cet homme qui consacre son temps libre à aider les recherches et qui semble si affecté par la disparition de la petite Zoé. L'anniversaire des 8 ans de Zoé, le 15 avril 2019, constitue un moment particulièrement difficile pour la famille. Claire insiste pour organiser une petite cérémonie dans le jardin, avec un gâteau et des bougies, comme si sa fille allait rentrer d'un moment à l'autre. Aurélien respecte ce rituel, qui semble aider sa femme à supporter l'insupportable, même s'il trouve cette mascarade douloureuse. Norbert Vaillant, témoin de cette scène depuis son jardin, s'approche de la clôture pour présenter ses condoléances et offrir un petit bouquet de fleurs du jardin. Ce geste touchant émeut profondément le couple, qui voit dans l'attention de leurs voisins une marque de solidarité authentique. Au début de l'été 2019, soit 9 mois après la disparition, l'enquête entre dans une phase de veille. L'inspectrice Garnier continue de suivre le dossier, mais les moyens alloués diminuent progressivement. D'autres affaires, plus récentes, mobilisent les équipes de la police judiciaire. Cette réalité administrative, bien que compréhensible, achève de démoraliser la famille Delamarre qui a l'impression d'être abandonnée par les institutions. C'est durant cette période que Claire développe une obsession pour les réseaux sociaux et les forums consacrés aux disparitions. Elle passe des heures à échanger avec d'autres parents dans la même situation, à analyser les similitudes entre les cas, à échafauder des hypothèses de plus en plus complexes. Cette quête effrénée d'informations devient sa nouvelle raison de vivre, mais elle l'éloigne progressivement de la réalité et de son mari. Aurélien, de son côté, trouve refuge dans le travail et dans l'espoir que la routine l'aidera à traverser cette épreuve. Il s'implique dans l'association Parents d'enfants disparus et participe à l'organisation de campagnes de sensibilisation. Cette activité lui donne l'impression de rester utile et de faire quelque chose de concret pour retrouver Zoé, même si au fond de lui, il sent naître un sentiment terrible qu'il refuse d'admettre, la résignation. Le matin du samedi 21 septembre 2020 marque exactement 2 ans depuis la disparition de Zoé.
Cette date symbolique pèse lourdement sur la famille de la Mare, mais c'est paradoxalement ce jour-là que le destin va reprendre ses droits de la manière la plus inattendue qui soit. Aurélien s'est levé tôt, comme chaque samedi depuis 2 ans, pour participer aux recherches hebdomadaires organisées par l'association de parents. Mais ce matin-là, une panne de voiture l'oblige à modifier ses plans. Sa Peugeot 308 refuse de démarrer et le garagiste ne pourra pas intervenir avant lundi. Claire, qui traverse une période particulièrement difficile, reste cloîtrée dans sa chambre, incapable d'affronter cette journée anniversaire. Désœuvré et rongé par l'anxiété, Aurélien décide de s'occuper en effectuant des travaux de jardinage qu'il repousse depuis des mois. Il commence par tailler la haie qui sépare son jardin de celui de Norbert Vaillant. Cette haie de Troène, plantée lors de la construction des maisons, a considérablement grandi au fil des années et mesure maintenant près de 2 mètres de hauteur. Les branches, devenues denses et entremêlées, offrent une intimité parfaite entre les 2 propriétés. Vers 10 heures du matin, alors qu'il s'attaque à la partie la plus haute de la haie avec un sécateur électrique, Aurélien entend quelque chose qui le glace instantanément. À travers le feuillage, lui parvient le son d'une voix enfantine qui chante une comptine qu'il reconnaît immédiatement, une souris verte qui courait dans l'herbe. C'est la chanson préférée de Zoé, celle qu'elle fredonnait constamment en se préparant pour l'école. Le cœur d'Aurélien se met à battre si fort qu'il a l'impression qu'il va exploser dans sa poitrine. Il arrête immédiatement le sécateur et tend l'oreille, se demandant s'il n'est pas en train de perdre la raison. Mais la voix continue, claire et joyeuse, chantant maintenant « Savez-vous planter les choux ?» Cette voix, il la reconnaîtrait entre mille. C'est celle de sa fille. Tremblant de tous ses membres, Aurélien grimpe sur l'escabeau qu'il utilisait pour tailler la haie et regarde discrètement par-dessus. Ce qu'il découvre le paralyse complètement. Dans le jardin de Norbert Vaillant, une fillette aux cheveux châtains bouclés joue tranquillement avec une poupée. Elle porte une robe d'été bleue qu'il ne reconnaît pas, mais son visage, ses gestes, sa façon de bercer sa poupée, tout correspond parfaitement à ses souvenirs de Zoé. La fillette a grandi, évidemment. Elle semble plus mince. Ses cheveux sont un peu plus longs, mais il n'y a aucun doute possible. C'est bien Zoé, sa petite fille, vivante et apparemment en bonne santé, qui joue paisiblement à moins de 10 mètres de sa maison familiale. Aurélien manque de tomber de son escabeau. Il redescend précipitamment, le souffle coupé, incapable de réfléchir clairement. Son premier réflexe est d'appeler immédiatement sa femme, puis la police, mais quelque chose le retient. Il faut qu'il soit absolument certain avant de donner de faux espoirs à Claire. Il faut qu'il comprenne comment c'est possible. Il remonte sur l'escabeau, plus discrètement cette fois. La fillette est maintenant assise sur une petite chaise en plastique rouge et joue avec ce qui ressemble à un jeu de construction. À ce moment précis, Norbert Vaillant sort de sa maison avec un plateau contenant un verre de jus d'orange et des biscuits. Il s'adresse à l'enfant avec une tendresse évidente dans la voix. « Allez, ma petite Marie, viens goûter. Tu dois avoir faim après avoir autant joué. »« Marie !» Aurélien fronce les sourcils. L'homme qu'il côtoie depuis des années, qui a participé aux recherches pour retrouver sa fille, qui lui a présenté ses condoléances lors de chaque anniversaire de la disparition, appelle Zoé par un autre prénom. Mais le plus troublant, c'est la réaction de la fillette. Elle répond naturellement à ce prénom, court vers Norbert et l'embrasse affectueusement sur la joue avant de s'installer pour son goûter. « Merci, papy Norbert », dit-elle de sa petite voix claire, qui confirme définitivement à Aurélien qu'il s'agit bien de sa fille. L'ingénieur reste figé sur son escabeau, submergé par un mélange d'émotions contradictoires. La joie immense de retrouver sa fille vivante se mêle à une rage froide envers l'homme qui la lui a volée et à une incompréhension totale devant cette scène de bonheur familial terrifiant. Comment Zoé peut-elle paraître si à l'aise avec son ravisseur? Pourquoi ne semble-t-elle pas en détresse? Que lui a fait subir cet homme pour qu'elle l'appelle « papy » avec tant d'affection? Aurélien observe la scène encore quelques minutes, notant chaque détail. Le jardin de Norbert semble avoir été aménagé spécialement pour accueillir un enfant.
Une balançoire a été installée près du fond, des jouets sont rangés soigneusement dans un coffre en plastique et des dessins d'enfants sont affichés sur la porte vitrée de la maison. Comment a-t-il pu ne jamais rien remarquer? Comment toute une fillette a-t-elle pu vivre à quelques mètres de chez elle sans que personne ne s'en aperçoive? La réponse lui apparaît progressivement en analysant la configuration des lieux. La haie épaisse et haute masque complètement la vue entre les deux jardins. La maison de Norbert est située de telle façon que les fenêtres donnant sur le jardin ne sont visibles ni depuis la rue, ni depuis les autres maisons du quartier. De plus, les horaires de présence de la fillette dans le jardin correspondent probablement au moment où les voisins sont au travail ou occupés ailleurs. Aurélien redescend de son escabeau, les jambes flageolantes. Il doit prendre une décision rapide, appeler immédiatement la police, au risque d'alerter Norbert et de lui laisser le temps de fuir avec Zoé, ou prendre le temps d'organiser une intervention qui garantisse la récupération de sa fille en toute sécurité. Il choisit la prudence et compose le numéro direct de l'inspectrice Sophie Garnier, celle qui a mené l'enquête initiale et qui a gardé le contact avec la famille au fil des mois. L'inspectrice, d'abord incrédule, comprend rapidement la gravité de la situation quand Aurélien lui décrit précisément ce qu'il vient d'observer. « Monsieur Delamarre, dit-elle d'une voix ferme, il est crucial que vous ne fassiez rien qui puisse alerter votre voisin. Restez chez vous. N'essayez pas d'entrer en contact avec votre fille et surtout ne dites rien à votre femme pour le moment. Nous arrivons immédiatement avec une équipe d'intervention. » Aurélien raccroche et retourne discrètement surveiller le jardin voisin depuis sa fenêtre de cuisine. Zoé et Norbert ont maintenant disparu à l'intérieur de la maison. L'attente qui suit est la plus longue de sa vie. Chaque minute lui semble durer une éternité. Chaque bruit dans la rue le fait sursauter. Il pense à Claire, endormie dans sa chambre, qui ignore qu'à quelques mètres d'elle se trouve l'enfant qu'elle pleure depuis 2 ans. À 11h37 exactement, soit 1h12 après son appel, Aurélien voit arriver discrètement 3 véhicules banalisés de la police judiciaire. Les agents se positionnent stratégiquement autour de la maison de Norbert Vaillant, bloquant toutes les issues possibles. L'inspectrice Garnier frappe fermement à la porte d'entrée. Les secondes qui s'écoulent entre le coup frappé à la porte et l'ouverture par Norbert Vaillant semblent interminables. Aurélien, posté derrière sa fenêtre de cuisine, observe la scène avec une intensité qui lui donne mal à la tête. Il voit Norbert apparaître dans l'encadrement de la porte, impeccablement habillé comme toujours de son cardigan beige et de son pantalon de velours côtelé. L'expression de son visage, d'abord surprise, se transforme rapidement en quelque chose que l'ingénieur n'arrive pas à déchiffrer. De la résignation? Du soulagement? « Monsieur Vaillant », dit l'inspectrice Garnier en présentant sa carte tricolore. « Inspectrice Sophie Garnier, police judiciaire d'Angers. Nous devons fouiller votre domicile dans le cadre d'une enquête en cours. » Norbert ne manifeste aucune résistance, aucune protestation d'innocence, aucune demande d'explication. Il se contente de hocher lentement la tête et de s'effacer pour laisser entrer les policiers. Cette absence de réaction surprend même l'inspectrice Garnier, habituée aux dénégations véhémentes des suspects, qu'ils soient coupables ou innocents. « Où est l'enfant ?» demande directement l'inspectrice, sans prendre de gants. « Dans sa chambre », répond simplement Norbert d'une voix éteinte. « Elle fait la sieste. Elle fait toujours la sieste après le goûter. » Cette réponse confirme les pires craintes d'Aurélien. Sa fille a été conditionnée pour suivre une routine imposée par son ravisseur, une routine si bien établie qu'elle semble naturelle. L'inspectrice fait signe à ses collègues de sécuriser les lieux pendant qu'elle se dirige vers l'étage, guidée par Norbert qui semble avoir complètement abdiqué. Aurélien ne tient plus en place. Malgré les consignes de l'inspectrice, il sort de chez lui et se dirige vers la maison de son voisin. Un agent en faction près de la porte d'entrée tente de l'arrêter, mais l'inspectrice Garnier, qui redescend à ce moment-là, lui fait signe de le laisser passer. « Elle va bien », dit-elle à Aurélien, avec un sourire qui ne parvient pas à masquer sa propre émotion. Elle dort paisiblement. Nous allons attendre qu'elle se réveille naturellement pour éviter de la traumatiser davantage.
Cette information devrait rassurer Aurélien, mais elle soulève en réalité une multitude de questions terrifiantes. Comment sa fille peut-elle dormir si paisiblement chez son ravisseur? Que lui a-t-il fait pour qu'elle se sente en sécurité dans cette maison? Et surtout, se souviendra-t-elle de sa vraie famille après 2 années de captivité? Pendant que l'équipe médicale appelée en urgence se prépare à prendre en charge Zoé à son réveil, l'inspectrice Garnier commence l'interrogatoire de Norbert Vaillant. Celui-ci, assis dans son salon aux meubles vieillis, raconte son histoire d'une voix monocorde, comme s'il récitait une leçon apprise depuis longtemps. « Je ne voulais pas lui faire du mal », commence-t-il. « Au début, je voulais juste lui parler. Elle était si seule parfois quand elle rentrait de l'école toute seule. » L'inspectrice l'interrompt. « Monsieur Vaillant, Zoé ne rentrait jamais seule de l'école. Ses parents venaient toujours la chercher. » Norbert marque une pause, réalisant que son mensonge vient d'être démasqué, avant même qu'il ait vraiment commencé son récit. Il reprend, cette fois avec plus d'hésitation dans la voix. « Ce jour-là, le 26 septembre, j'étais dans le petit bois derrière l'école. Je la regardais parfois jouer dans la cour. Quand elle est sortie par la porte de service, j'ai pensé que c'était un signe. » « Un signe de quoi ?» demande l'inspectrice. « Que quelqu'un devait s'occuper d'elle. Ses parents travaillaient tout le temps. Ils n'avaient jamais de temps pour elle. Moi, j'avais tout le temps du monde. » Cette déformation de la réalité révèle l'état psychologique perturbé de Norbert. La famille de Lamar était au contraire très unie et passait beaucoup de temps avec Zoé. Mais dans l'esprit malade du ravisseur, cette fiction justifiait ses actes. « Comment avez-vous fait pour qu'elle vous suive ?» poursuit l'interrogatoire. « Je lui ai dit que ses parents avaient eu un accident, qu'ils étaient à l'hôpital et qu'ils m'avaient demandé de venir la chercher. Elle m'a cru parce qu'elle me connaissait, parce que j'étais le gentil voisin qui lui donnait des bonbons. » L'inspectrice Garnier sent son estomac se nouer. Cette méthode, classique chez les prédateurs, exploite la confiance naturelle des enfants envers les adultes qu'ils côtoient régulièrement. Zoé n'avait aucune raison de se méfier de l'homme qui habitait à côté de chez elle depuis toujours. Et ensuite, je l'ai amenée chez moi. Je lui ai dit qu'elle devait rester cachée parce que les méchants qui avaient blessé ses parents la cherchaient. Elle avait peur, alors elle a obéi. Au début, elle pleurait beaucoup et réclamait sa maman. Mais petit à petit, Norbert s'arrête, semblant réaliser l'horreur de ce qu'il vient de confesser. L'inspectrice insiste. Petit à petit, quoi. Elle s'est habituée. J'étais gentil avec elle. Je lui achetais des jouets, des vêtements, des livres. Je lui faisais l'école à la maison. Elle était intelligente. Elle apprenait vite. Et puis, j'ai commencé à lui dire que ses parents étaient morts dans l'accident. Cette révélation glace le sang d'Aurélien qui écoute depuis le couloir. Sa fille a vécu 2 ans en croyant que ses parents étaient morts, en faisant son deuil de sa famille tout en développant un attachement forcé à son ravisseur. La perversité psychologique de cette manipulation dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Pourquoi avoir changé son prénom? Marie, c'était le prénom de ma femme. Elle était morte 3 ans avant. J'étais si seul. Zoé, Marie, elle a comblé le vide. L'inspectrice comprend maintenant la pathologie à l'œuvre. Norbert Vaillant n'était pas un pédophile au sens classique du terme, mais un homme psychologiquement détruit par la solitude et le deuil, qui avait projeté sur une enfant innocente ses propres besoins affectifs. Cette compréhension ne diminue en rien la gravité de ses actes, mais explique pourquoi Zoé semble avoir été préservée de violences sexuelles. À 15h15, Zoé se réveille de sa sieste. L'équipe médicale et psychologique, assistée de l'inspectrice Garnier, gère avec une délicatesse infinie cette première rencontre. La fillette, maintenant âgée de 9 ans, apparaît dans l'embrasure de la porte de sa chambre, frottant ses yeux encore endormis. Elle porte une robe rose avec des motifs de papillons et des chaussettes blanches à volants. « Papy Norbert » appelle-t-elle en découvrant tous ces inconnus dans le salon. Le docteur Lemaire, pédopsychiatre spécialisé dans l'accompagnement des enfants victimes, s'approche doucement de Zoé. « Bonjour Marie », dit-elle, en utilisant volontairement le prénom auquel l'enfant répond. « Je suis le docteur Lemaire. Nous sommes venus parler avec toi et avec ton papy. » Zoé regarde autour d'elle avec curiosité mais sans peur apparente. Son regard se pose un instant sur Aurélien, resté en retrait dans le couloir.
Pendant une fraction de seconde qui paraît durer une éternité, père et fille se regardent dans les yeux. Aurélien retient son souffle, espérant désespérément un signe de reconnaissance, un sourire, un mot qui prouverait que sa petite fille se souvient de lui. Mais Zoé détourne rapidement le regard sans montrer le moindre signe de reconnaissance. Pour elle, cet homme n'est qu'un étranger de plus parmi tous ceux qui ont envahi sa maison. La confrontation qui suit constitue le moment le plus déchirant de toute cette affaire. Le docteur Lemaire, avec une patience et un professionnalisme remarquables, commence à expliquer délicatement à Zoé que l'histoire qu'on lui a racontée sur la mort de ses parents n'était pas vraie. Cette révélation, qui devrait être une bonne nouvelle, provoque chez la fillette une détresse profonde. « Non !» crie-t-elle en se précipitant vers Norbert. « Papy Norbert ne ment jamais. Mes parents sont morts, il me l'a dit. » La scène qui suit est d'une cruauté psychologique inouïe pour tous les témoins. Zoé s'accroche désespérément à l'homme qui l'a kidnappée, le considérant comme son seul repère stable dans un monde qui vient brutalement de s'écrouler. Norbert, lui-même en pleurs, tente de calmer l'enfant tout en comprenant que le château de mensonges qu'il a patiemment construit pendant 2 ans est en train de s'effondrer. « Marie, ma petite Marie », murmure-t-il en caressant les cheveux de la fillette. « Il faut que tu saches la vérité maintenant. Tes vrais parents, ils ne sont pas morts. Ils t'ont cherché partout. Ils t'aiment plus que tout au monde. » Cette confession, arrachée par la culpabilité et la réalisation de l'ampleur de ses actes, déclenche chez Zoé une crise de panique impressionnante. Elle refuse de croire ce qu'elle entend, accusant les adultes présents de mentir, réclamant qu'on la laisse tranquille avec son papy. C'est à ce moment que Claire, réveillée par l'agitation dans la rue et les véhicules de police, fait irruption dans la maison. Malgré les tentatives des agents pour la retenir, elle force le passage et se retrouve face à sa fille qu'elle n'a pas vue depuis 2 ans. « Zoé, ma chérie !» s'écrie-t-elle en tendant les bras vers sa fille. Mais la réaction de Zoé la foudroie sur place. La fillette recule en criant « Je ne connais pas cette dame. Papy Norbert, dis-leur de partir. Je veux pas qu'ils m'emmènent. » Claire s'effondre littéralement, rattrapée de justesse par Aurélien qui vient d'arriver derrière elle. Le couple se retrouve face à cette réalité atroce. Leur fille, qu'ils ont pleurée pendant 2 ans, ne les reconnaît plus et les considère comme des étrangers menaçants. Le docteur Lemaire prend les choses en main avec une fermeté bienveillante. Elle explique à Zoé qu'elle va devoir partir avec ces gens qui sont ses vrais parents, mais qu'elle comprend que ce soit difficile et effrayant. Elle lui promet qu'on ne lui fera aucun mal et qu'on l'aidera à comprendre ce qui s'est passé. « Et papy Norbert ?» demande Zoé entre ses sanglots. « Qui va s'occuper de lui? Il sera tout seul. » Cette question révèle l'ampleur de la manipulation psychologique subie par l'enfant. Non seulement elle a développé un attachement à son ravisseur, mais elle s'inquiète maintenant pour lui, ayant intégré son rôle de substitut affectif que Norbert lui avait assigné. Norbert Vaillant, menotté par les agents mais autorisé à rester présent pour faciliter la transition, s'adresse une dernière fois à Zoé. « Ma petite Marie, Zoé, tu dois partir maintenant. Ces gens sont tes vrais parents. Ils t'aiment très fort et ils ont beaucoup de peine depuis que tu n'es plus avec eux. Tu vas être heureuse avec eux, tu verras. »« Mais pourquoi tu m'as menti ?» demande Zoé d'une petite voix brisée. Cette question, posée avec l'innocence terrible de l'enfance, cloue Norbert sur place. Comment expliquer à une fillette de 9 ans les mécanismes de la folie, de la solitude et de l'égoïsme qui l'ont poussé à détruire une famille? Comment lui faire comprendre qu'il a volé 2 années de sa vie par pur besoin personnel? « Parce que j'étais très triste et très seul, » finit-il par répondre, « et que j'ai fait quelque chose de très mal pour ne plus être seul. Mais maintenant, tu vas retrouver ta vraie famille. » L'équipe médicale organise alors le transfert de Zoé vers l'hôpital d'Angers pour un bilan complet de santé et un premier accompagnement psychologique. La fillette accepte finalement de partir, mais seulement après avoir pu dire au revoir à Norbert et récupérer sa poupée préférée et quelques affaires personnelles. La sortie de la maison constitue un moment saisissant. Tout le quartier Belle-Beille s'est rassemblé dans la rue, alerté par la présence massive des forces de l'ordre.
quand les habitants voient Aurélien et Claire ressortir avec une fillette qu'ils reconnaissent immédiatement malgré les 2 années écoulées, un silence stupéfait s'abat sur la foule. Madame Leclerc, l'épicière, fond en larmes en comprenant ce qui vient de se passer. Monsieur Favre, le facteur, se frappe le front en réalisant qu'il a distribué pendant 2 ans le courrier chez l'homme qui détenait la fillette disparue. Tous ces voisins qui ont participé aux recherches, qui ont collé des affichettes, qui ont battu la campagne à la recherche de Zoé, découvrent qu'elle était là, tout près, derrière la haie de Troène qu'ils voyaient chaque jour. Les médias, alertés par la rumeur qui se répand comme une traînée de poudre, commencent à arriver sur les lieux. L'affaire qui avait marqué la France 2 ans plus tôt refait soudainement la une de tous les journaux. Mais cette fois, ce n'est plus la tragédie d'une disparition, c'est le miracle d'une réapparition et l'horreur d'une manipulation psychologique, d'une sophistication terrifiante. L'hospitalisation de Zoé à l'hôpital d'Angers dure 3 semaines. Cette période permet aux médecins de constater que physiquement, la fillette n'a subi aucun sévice. Norbert Vaillant s'est contenté de créer autour d'elle un cocon affectif factice, sans jamais la violenter sexuellement. Cette découverte, si elle rassure sur un aspect de l'affaire, ne diminue en rien la gravité psychologique de ce qui s'est passé. Le travail de reconstruction de l'identité de Zoé s'avère long et complexe. Les psychologues découvrent que la fillette a développé 2 personnalités distinctes. Marie, l'enfant sage et obéissante qui vivait avec Papy Norbert, et des fragments de souvenirs de Zoé, la petite fille espiègle qui vivait avec ses parents. Ces 2 identités coexistent dans son esprit, créant une confusion profonde sur qui elle est réellement. Les premières retrouvailles en privé entre Zoé et ses parents sont difficiles. La fillette teste constamment ces adultes qu'on lui présente comme sa famille, cherchant des repères familiers dans des visages qu'elle a oubliés. Claire doit réapprendre à être mère d'une enfant qui a grandi sans elle, qui a vécu des expériences qu'elle ne partage pas, qui a développé des habitudes et des réflexes différents. Aurélien, de son côté, découvre que sa fille a appris à lire couramment pendant sa captivité, qu'elle maîtrise des notions de mathématiques avancées pour son âge, mais qu'elle ne se souvient plus de certains jeux qu'ils partageaient avant sa disparition. Norbert, dans sa volonté de bien faire, avait effectivement fait l'école à la maison à Zoé, lui donnant une instruction solide mais dénaturée par le contexte de mensonge dans lequel elle s'inscrivait. Le procès de Norbert Vaillant, qui se déroule 18 mois plus tard devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, passionne l'opinion publique française. L'accusé, maintenant âgé de 70 ans, plaide coupable de tous les chefs d'accusation, enlèvement et séquestration d'une mineure de moins de 15 ans. Ses avocats plaident la responsabilité atténuée en raison de son état psychologique au moment des faits, mais l'expertise psychiatrique conclut qu'il était parfaitement conscient de la gravité de ses actes. Le témoignage de Zoé, désormais âgée de 11 ans, constitue un moment particulièrement poignant du procès. La fillette, accompagnée d'une psychologue spécialisée, explique avec ses mots d'enfant comment elle a vécu ces 2 années. Elle raconte, sans haine particulière, sa vie avec Papy Norbert, mais évoque aussi la confusion et la peur qu'elle a ressentie en découvrant que toute son existence reposait sur un mensonge. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait que j'étais Zoé, alors que j'étais Marie, explique-t-elle au président de la cour. Papy Norbert était gentil avec moi, mais maintenant je sais qu'il n'avait pas le droit de me garder. Mes vrais parents m'avaient pas abandonné. Ils me cherchaient. Norbert Vaillant est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Cette peine, relativement lourde compte tenu de l'absence de violence sexuelle, reflète la volonté du jury de sanctionner exemplaire la manipulation psychologique d'un enfant et le traumatisme causé à toute une famille. L'affaire Zoé de la Mare transforme également les procédures de recherche d'enfants disparus en France. Les enquêteurs réalisent qu'ils avaient concentré leurs recherches sur des zones éloignées du domicile familial, négligeant la possibilité qu'un ravisseur puisse opérer dans l'environnement immédiat de la victime.
De nouveaux protocoles sont mis en place pour systématiser les vérifications dans l'entourage proche, y compris chez les voisins, considérés comme au-dessus de tout soupçon. Le système d'alerte Amber Alert français fait également l'objet d'une refonte complète. L'analyse de l'affaire révèle que l'alerte avait été diffusée efficacement, mais que personne n'avait pensé à vérifier systématiquement les maisons du quartier de la disparition. Cette faille, qui paraît évidente avec le recul, avait permis à Norbert de garder Zoé pendant 2 ans à 200 mètres de chez elle. 3 ans après sa libération, Zoé a repris une scolarité normale dans un établissement privé d'Angers. Les séquelles psychologiques de son enlèvement se manifestent encore par des périodes d'anxiété et une tendance à la méfiance envers les adultes inconnus, mais l'adolescente qu'elle est devenue semble avoir trouvé un équilibre. Elle a choisi de conserver le prénom Zoé Marie, refusant d'effacer complètement cette partie de son histoire, même si elle la réprouve. La famille de Lamar a déménagé dans un autre quartier d'Angers, incapable de continuer à vivre rue Voltaire avec tous ses souvenirs. Claire a repris l'enseignement après 2 années de congé maladie, mais s'est spécialisée dans l'accompagnement d'enfants en difficulté. Aurélien continue son métier d'ingénieur, mais consacre désormais une partie de son temps libre à l'association Parents d'enfants disparus pour aider d'autres familles confrontées à ce cauchemar. La maison de Norbert Vaillant, au 17 rue Voltaire, reste vide depuis son arrestation. Aucun acquéreur ne s'est manifesté pour cette propriété marquée par le drame. Les habitants du quartier évitent de passer devant, et les enfants du quartier l'ont surnommée la maison du méchant papy. Parfois, des curieux viennent observer cette façade banale qui cache pourtant l'une des affaires les plus troublantes de manipulation psychologique jamais vues en France. L'histoire de Zoé de Lamar continue de faire réfléchir les spécialistes de l'enfance sur les mécanismes psychologiques qui permettent à des prédateurs de maintenir leurs victimes dans un état de dépendance affective. Elle a également sensibilisé le grand public à une réalité méconnue. Les enfants kidnappés ne sont pas toujours séquestrés par la force, mais peuvent être maintenus en captivité par des manipulations psychologiques si sophistiquées qu'ils finissent par protéger leurs ravisseurs. Aujourd'hui, Zoé Marie de Lamar a 16 ans. Elle a choisi de témoigner publiquement de son expérience pour sensibiliser les autres enfants aux techniques de manipulation utilisées par les prédateurs. Son message est simple mais puissant. Si un adulte vous demande de garder un secret, même s'il est gentil avec vous, ce n'est jamais normal. Les adultes qui vous aiment vraiment ne vous demandent jamais de mentir à vos parents. Cette affaire nous montre comment des prédateurs peuvent exploiter la confiance naturelle des enfants et la proximité géographique pour commettre leurs crimes. Elle révèle aussi les failles de nos systèmes de protection et l'importance de ne jamais baisser la garde, même avec des personnes que nous côtoyons quotidiennement. Qu'avez-vous pensé de cette histoire troublante? Aviez-vous identifié les signaux d'alarme tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait s'intéresser à ce type d'affaires. Ensemble, nous pouvons sensibiliser davantage de personnes à ces réalités dérangeantes mais importantes à connaître.